Je demande à Frédéric Bizard et à Mathieu Gaudreau de nous rejoindre ici avec Jean-Louis Spahn pour la première table ronde sur la société civile qui s'organise face à un risque, la maladie. Mathieu Gaudreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez Alexandre Jardin. Exactement, je représente Alexandre Jardin aujourd'hui. Vous voyez très bien que je ne suis pas Alexandre Jardin et vous allez découvrir que j'ai aussi un accent. Merci. Et Frédéric Bizard, merci d'être là. Vous serez d'ailleurs dans les 3 tables rondes de cet après-midi. Vous êtes économiste de la santé et vous réfléchissez depuis longtemps à ces questions qui sont liées en particulier au territoire et à la façon dont peut-être la santé pourrait descendre plus bas, plus proche, de façon plus proche des citoyens qu'elle ne l'est pour l'instant. Je vais donner la parole à Mathieu Gaudreau en premier parce que ce mouvement qui est incarné par Alexandre Jardin, d'ailleurs il est en train de quérir ses signatures. C'est la course aux signatures. On sait très bien que le dépôt final doit se faire vendredi à 18h. Donc on est à la chasse aux maires. Et pour l'instant ? Et pour l'instant, ça va très bien. C'est ce qu'on dit toujours avant la date finale. Il faut toujours être un peu optimiste, on le comprend. Alors, ce mouvement lancé par Alexandre Jardin, c'est un mouvement justement qui insiste beaucoup sur cette question de la proximité, des citoyens, de redonner le pouvoir aux citoyens et à une société civile qui est en mesure de s'organiser elle-même quand, par hasard ou par défaut, l'État, par exemple, ne peut pas joindre les endroits où se trouvent les citoyens. C'est la base même du mouvement Les Citoyens qu'Alexandre a fondé. Alexandre parcourt le terrain depuis maintenant 4 ans, justement. Il se promène partout en région à travers la France pour aller écouter les gens, pour aller écouter les besoins, pour aller voir les demandes. Et comme la dame dont j'ai oublié le nom mentionnait tout à l'heure, que 38% des gens aimeraient avoir le choix de pouvoir discuter des solutions à l'intérieur de leur municipalité, de leur ruralité, de leur ville. C'est exactement là-dessus que le mouvement Les Citoyens est basé avec Alexandre. Parce que le pouvoir décisionnel aujourd'hui qui est centralisé extrêmement à Paris donne très peu la parole et surtout n'écoute très rarement les besoins qui viennent. Et qu'est-ce que vous entendez quand ils vous disent cela, justement, ceux que vous croisez sur le terrain avec Alexandre Jardin? Ils vous disent de quelle manière ils voudraient que ça soit organisé différemment? Ils vous disent une sorte d'éloignement de l'État, de distance des services publics et de nécessité de recréer de la proximité. Comment ça se traduit? Premièrement, ils demandent souvent à être écoutés, à être consultés, parce que dans plusieurs secteurs, et vous le savez très bien, en France, on décide administrativement de fermer un hôpital dans une région donnée, alors que les besoins sont encore là, de fermer une école, alors que les besoins sont encore là, et les maires de petites municipalités, les maires ruraux, se font imposer des décisions, alors que c'est eux qui en souffrent après. C'est les citoyens, justement, de ces milieux-là qui souffrent du manque d'écoute décisionnelle qui vient justement des grandes villes. Jean-Louis Spahn, vous avez, lors de votre discours inaugural tout à l'heure, insisté justement sur ce mouvement de ces 500 mutuelles de villages qui se sont créées depuis 3 ans à peu près, et la rapidité avec laquelle cette formule s'était développée. Ça fait partie justement de ces questions-là. Comment ça s'organise, ces mutuelles de villages? Bon, je pense que la plupart des gens qui sont dans la salle le savent, mais ça a le mérite d'être rappelé parce que c'est aussi un type d'organisation un peu particulier. C'est effectivement particulier. C'est certains citoyens, souvent, je dirais hélas, parce que le socle intergénérationnel n'est pas là, souvent des citoyens qui sont à la retraite, qui sont un tout petit peu laissés pour compte, qui allaient voir habituellement leur réseau d'assistants sociaux qui étaient dépendants des collectivités territoriales. Et on voit que ces réseaux-là sont de plus en plus défaillants faute de moyens. Les dotations de l'État disparaissent et donc ces citoyens-là se réunissent, s'organisent souvent sous une forme associative et puis essaient de définir leurs besoins pour répondre à leurs préoccupations de santé. Et après, à partir de ces besoins, en gros, ils regardent aussi et ils vont discuter avec une mutuelle, souvent après avoir essayé, au travers d'un petit appel d'offres,
d'en sélectionner quelques-unes, et on voit toujours que celle qui sélectionne, c'est une mutuelle qui n'est pas très loin dans leur zone géographique, parce qu'ils souhaitent avoir un lien direct et ils vont discuter de la tarification par rapport au montant de prestations auquel ils voudraient accéder. Et c'est comme ça que ces groupements s'organisent. Ce n'est pas des mutuelles au sens propre du terme, elles n'assurent pas leurs risques, elles le font porter par des groupes mutualistes qui sont déjà un peu plus gros que leur groupe de constitution de mutuelles de village. Et du coup, on voit bien que c'est les citoyens, c'est des initiatives citoyennes qui s'organisent et qui vont complètement sur de la proximité. Il y a une vraie demande. Et on voit bien qu'à un moment, vous parliez tout à l'heure, disparition des écoles, disparition des hôpitaux, et on voit bien qu'au moment où on voulait faire disparaître toutes les mutuelles, bizarrement, il y a des citoyens qui s'organisent et qui disent ben voilà, nous, on veut bien constituer un groupe et se réorganiser, faire quelque chose en commun. Ça, c'est quand même fondamental. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, il faudra arrêter de faire disparaître les choses qui marchent dans ce pays pour essayer de les aider, peut-être les aider aussi à se réformer. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je crois qu'on le disait tout à l'heure au niveau de l'informatique, il y a eu beaucoup de choses à améliorer dans notre secteur, au niveau réglementaire aussi. Je crois que toutes les mutuelles en France ont travaillé depuis plus de 10 ans sur ces nouvelles réglementations et ces nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui continuent à exister sur les territoires fonctionnent bien. Et donc sont en capacité de recevoir cette écoute-là. On peut juste déplorer, je le disais, par rapport à la constitution même de ces groupes de type associatif, que ce sont que des personnes qui sont assez âgées qui viennent les constituer. Pourquoi ? Parce que les contrats collectifs ont pris tous les salariés. Donc aujourd'hui, on n'a plus ce socle intergénérationnel. Et à terme, on n'aura plus la possibilité pour ces personnes-là de pouvoir les assurer. Dans la mesure où, si on calcule leurs cotisations à l'aune de leurs dépenses de soins de santé, ça va être insupportable en termes de cotisations pour eux. On le voit bien, on a quand même une majorité. La retraite moyenne en France, c'est 1 200 €. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des retraités qui ont plus de 1 200 € et il y a la moitié qui ont moins. Comment on fait quand on paye son loyer, quand il faut aussi subvenir à ses besoins de nourriture? On ne peut pas mettre 100, 150 € dans une complémentaire santé. Merci Jean-Louis Span. Alors Frédéric Bizard, ce qui vient d'être dit à la fois par Mathieu Gaudreault et par Jean-Louis Span rentre dans un projet plus global, cette question de comment on peut, en tant que citoyen, individu, dirons-nous, participer à sa propre protection sociale. Vous êtes spécialiste de la protection sociale, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Pour un nouveau modèle » chez Duno. Qu'est-ce que cela vous inspire et comment cela rentre-t-il dans un système de pensée qui est le vôtre, Frédéric Bizard? Alors avant de vous répondre, je tiens à remercier le président de m'avoir invité, à le féliciter pour cette initiative. Après un premier tour qu'on a vu avec l'autre fédération, où on a vu la pauvreté générale des programmes dans un sujet qui est essentiel, surtout qui est essentiel à réformer maintenant. On peut qu'espérer, c'est que ça progresse, et en tout cas le débat est indispensable. Juste par rapport à la présentation qui a été faite de moi, je suis un spécialiste de la santé en effet, mais de la protection sociale en général, parce que je ne vois pas comment on peut réformer la santé sans l'ensemble du modèle social. La santé est un des risques de notre modèle, on ne peut pas le faire. Et on me colle souvent l'étiquette réseau de soins. Moi, j'ai rien contre les réseaux de soins. Je produis des idées. Non, pardon. C'est pas que j'ai rien contre les réseaux de soins. Je ne combats pas les réseaux de soins. Moi, je produis des idées, je fais de la recherche, et j'ai démontré que les réseaux de soins étaient les premiers fossoyeurs de la solidarité, de notre modèle social et de la mutualité. Et je l'affirme, je l'ai démontré, je le confirme. Et ceux qui mettent en place ce genre d'outils sont les fossoyeurs de tout ça en même temps. Et quand on voit que l'autre fédération a mis ça en place, c'est là où on voit qu'il y a quelque chose. Alors, ça déplaît. J'ai une approche assez helléniste par rapport à ça. Moi, je suis comme Thucyclide qui disait « il faut choisir, se reposer ou être libre ». Mon seul combat, c'est ma liberté. Donc, c'est tout. Donc, j'en ai pas d'autre. Bien. Je reviens sur ce sujet. Alors, comment ça s'inscrit dans mon schéma de pensée? C'est au cœur de mon schéma de pensée. Il y a un économiste qui a un prix Nobel, qui s'appelle Gary Becker, qui a fait la démonstration, parce que ça vous semble évident aujourd'hui, mais il fallait la faire dans les années 50, qu'investir dans le capital humain par l'éducation, c'était extrêmement rentable pour la société et qu'il fallait le faire. Mais économiquement, on n'avait pas démontré. Mais aujourd'hui, il faut démontrer qu'investir dans le capital humain en termes d'entretien et de maintien de son capital santé, c'est extrêmement rentable et c'est indispensable. Pourquoi ?
Ce n'est pas une vision théorique. Il y a 2 transitions qui nous poussent à ça. La première, c'est le vieillissement de la population. Hein, alors, il fait longtemps que la population vieillit, mais là, on a une intensité du vieillissement qui a plusieurs conséquences. On va passer, les plus de 60 ans représentent 24% de la population aujourd'hui, ils vont représenter 31% en 2030, plus 7 points, et ils représenteront 34% en 2050. Donc vous voyez que l'intensité du vieillissement se fait maintenant. Et c'est un vieillissement du grand âge, puisque si on prend les plus de 80 ans, la part de la population va doubler d'ici à 2050, passer de 5 à 11%. Alors, quelle est la conséquence de ça ? Conséquence de ça, c'est que vous avez une hausse de la demande potentielle en santé absolument phénoménale, puisqu'on sait que vous savez que ce n'est pas le vieillissement qui est responsable de la hausse des dépenses de santé. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est l'innovation. Hein, si vous avez 3 millions de gens qui souffrent d'Alzheimer, vous n'avez pas plus de dépenses de santé qu'aujourd'hui, vous en avez 900 000 si vous ne savez pas traiter Alzheimer. Mais si vous trouvez l'innovation qui vous permet de traiter Alzheimer, évidemment, vous avez une explosion des dépenses de santé. Hein, c'est juste. Mais donc, ce qui est vrai, c'est que le vieillissement fait en sorte qu'on ne pourra pas, demain, avec la stratégie curativo-centrée qu'on a aujourd'hui, traiter tout le monde de la même façon. C'est-à-dire donner un accès à l'innovation à tous, parce qu'on va avoir une demande potentielle qui va augmenter de façon importante du fait de ce vieillissement. Ça, c'est le premier point. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut agir là où on n'a pas agi depuis 70 ans, depuis la mise en place de notre modèle social, c'est-à-dire en amont du risque, en amont de la maladie. Et c'est là où on est. Donc il faut avoir une politique de maintien en bonne santé si on veut permettre à tous d'avoir un accès aux soins identique. Cet accès aux soins, c'est la pire des variables. Ce n'est pas un objectif d'abord, mais ce qui a été présenté tout à l'heure est intéressant. C'est la première fois que je le vois dans un baromètre. Quel est le premier critère des gens, le critère le plus important pour les gens ? Ce n'est pas l'accès aux soins. 80%, c'est la qualité des soins. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un accès aux soins pour tous. C'est très facile. Moi, je travaille pour des pays émergents. On en est là. C'est une stratégie de pays émergents d'avoir une politique d'accès aux soins. Le vrai challenge, c'est que tout le monde ait un accès à la même qualité des soins. Et la deuxième chose pour laquelle c'est au cœur de mon modèle, c'est que je pense qu'il faut passer donc du soin à la santé. Hein, aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on a donné un accès aux soins à peu près à tous. Mais on ne s'est pas encore préoccupé d'un accès égal à la santé, c'est-à-dire une égale capacité à pouvoir entretenir son capital santé le plus longtemps possible. Parce que le vieillissement de la population fait qu'en fait, il faut retarder l'entrée dans le système de soins. Donc ça, c'est une nécessité économique, mais c'est une nécessité sociale si on veut réduire les inégalités, je m'arrêterai là, c'est que ne pas faire croire que le système médical, l'État, peut se substituer aux gens dans la prise en charge de leur santé est une supercherie si on veut réduire l'inégalité d'accès aux soins. La France est un des pays avec le meilleur système de soins individuels, mais un des pays avec la plus grande inégalité sociale en santé. Chercher l'erreur, c'est qu'on n'a pas investi justement sur le capital humain pour permettre aux gens de s'investir dans leur capital santé. Merci Frédéric Bizard. Je reviendrai évidemment dans les 2 autres tables rondes pour pouvoir développer cette idée. Un dernier mot, Mathieu Gaudreault, avant que nous terminions cette discussion. Vous entendez bien aussi qu'il y a de l'histoire derrière tout ça. C'est-à-dire que ce pays a une histoire par rapport à cette question de la santé, ce pays a une histoire par rapport à cette question de la prise en charge, qui n'est pas la même que les pays voisins. Est-ce que cela, justement, ça vous intéresse d'entendre justement dans la bouche des Français cette question de notre système de santé, notre système de soins, notre histoire qui remonte à 1945, au pacte social d'après la Seconde Guerre mondiale, par exemple? Mais c'est une question nécessaire et fondamentale de toute façon. On n'a pas le choix de s'intéresser à la santé, comme le dit M. Bizard. La population vieillit, les demandes et les besoins seront de plus en plus gros et complexes. Bien entendu, dans le cadre de cette campagne électorale, parce que je travaille dans le cadre d'une campagne électorale, on entend très peu les politiciens parler de santé. Quand on en entend parler, ils promettent d'investir des sommes d'argent qui vont régler tous les problèmes, qui vont tout arranger. Une fois qu'ils sont élus, les sommes d'argent ne viennent pas parce que l'administration précédente a mal fait son boulot et ça coûte plus cher. Et finalement, les services diminuent toujours de plus en plus d'année en année. Et c'est malheureux, mais il faut que ça change.